Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en Suisse le 16 juillet 2023. Nous sommes ensemble pour recevoir pour la toute première fois Rodrigue Pogli, ou Komlan Pogli de Moltra, que nous allons présenter un peu plus tard. J'ai l'honneur de le recevoir avec mon collaborateur Rodrigue Aigo, Kofi aussi, qui nous vient depuis Lomé, qui séjourne depuis déjà presque 10 jours, un peu plus de 10 jours, d'abord passé par Madrid, et ici en Suisse, merci. On va aborder d'abord cette rencontre citoyenne qu'organise cette communauté des Togolais en Suisse, avec la présence également, bien la collaboration de Moltra, qui est Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Comme la Pogli qui n'est plus à présenter à la diaspora africaine et togolaise, on va aborder quand même d'abord cette rencontre des Togolais, et plus tard, ce qui a suscité cette mobilisation au Sénégal et qui a poussé d'ailleurs Macky Sall à renoncer à son 3e mandat. Komlan Pogli, bonjour. Bonjour Sylvain Amos, bonjour Rodrigue et bienvenue. Merci. Il est tout fraîchement venu du Togo. Non, c'est un peu fraîchement. Fraîchement. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait au moins plus de 10 jours. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait Madrid, j'ai fait Paris et je suis venu ici en Suisse. Donc, Madrid, où tu as participé à une conférence Sahel, un forum Sahel Europe. Ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé parce que sur place, nous avons réfléchi avec des instances les plus autorisées. Quand je parle d'instances les plus autorisées, les sommités en matière de sécurité. Et donc, penser à ce qu'il faut faire pour revenir à la stabilité donc, dans le Sahel. On en a profité pour parler donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'en ai profité pour parler également du Togo parce que vous savez, le constat est clair. Aujourd'hui, on parle du Sénégal, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso et tout le monde fait fin d'oublier le Togo. On oublie que le Togo est le nœud du problème et doit constituer aussi le nœud de la solution pour que l'Afrique soit délivrée de l'imposture. Et ça a été l'occasion pour moi d'en parler parce que c'est trop facile qu'on parle du 3e mandat d'Alassane Ouattara, qu'on parle du 3e mandat d'Alpha Condé écouté par Mamadi Doumbouya, qu'on parle de coup d'État au Mali, qu'on parle de coup d'État au Burkina Faso, sans parler du Togo où aujourd'hui nous ne parlons plus de 3e mandat, nous parlons plutôt à l'horizon d'un 5e mandat que nous pensons. Ou du président à vie. D'accord. Oui, donc, et c'est important que les gens comprennent. Et quand on parle également de coup d'État militaire, j'ai expliqué que le coup d'État militaire a connu son envol au Togo en 1963 avec l'assassinat de feu Sylvanus Olympio. Quand on parle de coup d'État constitutionnel, j'ai également mentionné que ça a commencé au Togo en 2002 lorsque feu général Gnassingbé Eyadema a tripatouillé la constitution pour sauter le verrou de la limitation et foncer droit, parlant de coup de destin. On a parlé, j'ai également parlé de coup d'État électoral et j'ai expliqué ce qu'on peut mettre dans le coup d'État électoral en renvoyant les gens vers la charte de l'Union africaine sur la bonne gouvernance et qui développe ou qui définit le coup d'État sur les moyens anticonstitutionnels de captation de pouvoir. D'accord. Dans ces moyens, il y a les élections frauduleuses et c'est le Togo qui a également donné le coup d'envoi. Et donc j'ai parlé également de coup d'État institutionnel. Ça aussi, les gens ne comprennent pas. Lorsque on se lève, on dissout les institutions de la République, ou on met les institutions sous les bottes, ça devient un coup d'État constitutionnel, et institutionnel plutôt, et je l'ai expliqué aussi. Donc, bref, Madrid a été un terrain très, je dirais, très engagé pour nous de parler du Togo, une vitrine d'exposition, et donc nous en avons parlé à cœur joie. Peu importe ce que cela peut comporter comme risque, parce que ça aussi, il faut en être conscient. Mais quand on aime son pays, on est prêt à prendre tout ce qui est risque possible, sans état d'âme, sans autre mesure. On avance les yeux fermés. En tout cas, merci beaucoup, Rodrigue, pour... on n'a pas peur de couteau. Tout à fait, tout à fait. On est là pour recevoir ensemble, Komlan Pogli de Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Lui, il pense que c'est seule la mobilisation, un tsunami populaire qui peut déboulonner les dictateurs. On va quand même aussi en parler aujourd'hui. Alors, nous sommes en Suisse, je l'ai annoncé tantôt, 16 juillet, dimanche 16 juillet 2023. On a compris que nous, Togolais, on n'arrive pas à nous retrouver, à nous rassembler autour d'une seule association ou autour d'un projet commun de travailler sur la mobilisation. Mais tu as accepté encore, malgré toute tentative de recoller les morceaux. On n'est pas déçu,
Je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu es ici aujourd'hui, dimanche 16 juillet. Alors, quel sera ton message concrètement? Mais quel était le message aux Togolais qui ont participé à cette rencontre aujourd'hui? C'est de dire simplement aux Togolais qu'ils se posent une question très simple à nous. La question, c'est de savoir ce que nous voulons. Si nous savons ce que nous voulons, eh bien, nous devons mobiliser les moyens pour y arriver. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où les Togolais se disent déçus, avoir tout donné, et que la faute, c'est plutôt les autres. Celle des autres. C'est plutôt les opposants qui nous ont trahis. Nous, on a tout fait juste, c'est les autres qui sont le problème. Non, ça ne peut pas être comme ça. La classe politique togolaise est issue du peuple togolais. Donc, c'est le peuple togolais qui est la matrice qui a généré cette classe politique-là. Et les fautes de cette classe politique reviennent au peuple togolais in fine. Donc le peuple togolais a suivi cette classe politique depuis le début. Cette classe politique a ancré la lutte togolaise, ou en tout cas a dévié la mobilisation populaire vers les élections. Le peuple togolais a suivi tout ça. Aujourd'hui, nous payons tous le prix de ce mauvais chemin qui nous a conduit aujourd'hui à cette impasse. Donc nous devons tous assumer les conséquences de cette situation et tirer les enseignements de tout ça pour nous dire que les moyens qui sont adaptés à une tyrannie héréditaire de type colonial, et c'est comme ça que le Moltra définit le régime togolais, nous sommes en face d'un régime tyrannique héréditaire de type colonial, eh bien l'élection ne peut pas résoudre le problème togolais. Encore que les mobilisations, c'est-à-dire des manifestations de rue appelant des réformes institutionnelles, constitutionnelles et autres, ne peuvent pas résoudre le problème colonial. Un problème colonial est résolu, et l'histoire l'a démontré à profusion, par une mobilisation populaire. Et cette mobilisation, dans son déploiement, peut arriver parfois à utiliser des armes, etc., etc. Mais pour arriver à déboulonner un système colonial, il faut absolument une mobilisation populaire qui doit être ponctuée par des sacrifices énormes. Et si le peuple africain n'est pas capable de faire ça, nous continuerons à tourner en rond et nos problèmes vont s'amplifier. C'est très simple. À l'horizon 2050, la population africaine sera multipliée par 2. On va atteindre 4 milliards quasiment. Évidemment que les problèmes vont se multiplier. Donc les Noirs sont appelés à voir ce que les autres peuples ont fait dans l'histoire pour prendre la même voie. Nous ne sommes pas une exception. Et ça doit commencer par une organisation. Ben oui. Ah oui, absolument. Effectivement, aujourd'hui, ce message, oui. La question est, qu'est-ce qu'on fait pour que les populations, les citoyens africains, les peuples africains comprennent ce message? Tout d'abord, il faut continuer à marteler ce message, on n'a pas le choix. Maintenant, il y a les relais, aujourd'hui, les relais qu'on appelle les médias sociaux, les réseaux sociaux. Malheureusement, le peuple noir utilise massivement ces réseaux sociaux pour de la plus mauvaise des manières. On utilise ces réseaux sociaux pour s'insulter, pour s'invectiver, pour dire des bêtises. Des gens viennent, prennent des accents christiques, comme si c'est eux qui vont délivrer le peuple, etc., etc. Et là, vous parlez du cas togolais. Ben oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un moment où je me dis exactement, est-ce que ce peuple sait exactement ce qu'il veut? Parce que nos comportements ne sont pas du tout adaptés à la gravité du problème qu'on a. Donc, je pense qu'il faut utiliser les canaux habituels, d'abord les médias classiques, radio, télé, etc., pour véhiculer ce message-là. Deuxièmement, utiliser les réseaux sociaux pour ancrer ce message-là, le divulguer massivement pour que ça puisse atteindre nos populations. Et troisièmement, il faut un travail de terrain. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi immense qui est que le terrain nous est retiré. Nous qui sommes à l'étranger dans la diaspora, on a une sorte de rupture avec le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, on n'a plus de connexion en tant que tel. Les gens ont peur, les gens ne veulent plus du tout agir. Et même les gens arrivent à reprocher à la diaspora d'être une diaspora donneuse de leçons, assis confortablement dans des fauteuils douillets depuis l'étranger en train de donner des leçons à ceux qui sont au front, comme si nous qui sommes à l'étranger, nous sommes condamnés à ne plus rien dire,
à ne plus intervenir, à ne plus aimer notre pays, ce qui est une hérésie. Donc la réalité, c'est que nous devons nous donner la main, ceux qui sont restés là-bas, qui sont toujours dans le combat, et nous qui sommes à l'étranger, qui ne dormons pas, parce que nous avons perdu notre pays, parce que nous souffrons depuis l'étranger, parce que nous n'avons pas quitté le pays de gaieté de cœur, où nous avons perdu le sommeil. Les gens ne réalisent pas à quel point parfois nous sommes plus malheureux que sur le terrain. Donc, il faut absolument qu'il y ait une synergie entre ceux qui sont sur le terrain et nous pour faire passer ce message-là. Et comment recréer ce lien? Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut, à mon avis, les Togolais qui sont restés au pays doivent absolument sortir de l'idée selon laquelle ceux qui sont partis à l'étranger, dans leur totalité, dans leur globalité, ont trahi ou bien sont assis confortablement à l'étranger. Et ça, c'est d'abord une image qu'il faut casser. Deuxièmement, il faut cesser de penser que nous qui sommes à l'étranger et qui souffrons de la perte de notre pays étant à l'étranger, vivant en plus du départ de notre pays, le racisme, la maltraitance, tout ce qui nous rappelle notre pays, parce qu'on nous le rappelle constamment. L'étranger est fait pour rappeler le lieu de départ à celui qui a pris la voie de l'étranger, justement. Donc, parce qu'il n'est plus dans son contexte, il n'est pas dans son milieu, sa famille, etc., ses amis, tous ses repères sont restés là-bas. Donc, nous souffrons énormément. Il faut que les gens entendent ce message-là et comprennent que nous sommes dans une logique de vouloir travailler avec ceux qui sont sur le terrain et que, par conséquent, ceux qui sont sur le terrain doivent aussi avoir cette ouverture d'esprit, ne pas être dans la haine, tout simplement parce que pour eux, ceux qui sont à l'étranger vivent bien, contrairement à eux, au pays. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut un changement de paradigme intellectuel, de réflexion pour pouvoir arriver à ce renouement du lien avec la diaspora. Voilà. Pour moi, c'est le nœud du problème. Vous avez évoqué tantôt la diaspora. Nous sommes en Suisse et je l'ai dit tantôt, nous sommes aujourd'hui 16 juillet 2023. Et la CTS Communauté des Togolais en Suisse, en collaboration justement avec Motra, vous savez qu'il faut toujours passer par des mobilisations. La rencontre citoyenne d'aujourd'hui, c'est surtout dédié à des Togolais qui sont ici en Suisse. Alors, quel message as-tu maintenant à apporter à un Togolais lambda qui vit ici en Suisse par rapport à cette mobilisation? Moi, je suis venu là pour poser plus de questions qu'apporter de réponses, parce que on a fait beaucoup de tentatives pour essayer de mobiliser les Togolais, de les garder éveillés à l'étranger. Mais moi, je suis dans une position aujourd'hui où je ne suis pas déçu, mais j'observe, c'est-à-dire que je regarde nos comportements et je me dis que, voilà, pour le moment, nous ne sommes pas en train de prendre du tout la voie de travailler dans l'intérêt de notre pays, quoi. Nous sommes tout à fait démissionnaires, nous avons abdiqué, nous avons démissionné. Nous avons quasiment, pour la plupart des Togolais ici en Suisse, des gens ont adopté et intégré le comportement des Suisses qui est un comportement individualiste. Les gens ne sont plus du tout intéressés par tout ce qui concerne le pays. Chacun veut rester dans son coin. Oui, mais surtout, c'est qu'on se réfugie. Je ne veux pas aller vers les Togolais. Oui, il y a une méfiance. Il y a ce message-là, effectivement, qui est que, ah non, si c'est Togolais, je ne viens pas, les choses des Togolais ne durent jamais, c'est pas sérieux, etc., etc., oubliant qu'à chaque fois qu'on tient ce discours-là, on démobilise, on ne contribue pas. Si vous trouvez que l'organisation des Togolais est toujours faillible, etc., ou est faible, etc., il faut plutôt venir, vous, apporter votre contribution, au lieu d'être à l'extérieur et jeter l'anathème sur des choses, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, en Suisse, nous sommes arrivés à une sorte de démission collective. Et les gens se réfugient derrière beaucoup de choses. Et quelles peuvent être les conséquences? Ceux qui n'ont jamais rien fait aussi disent « Oui, nous sommes déçus, nous avons tout fait. » Ceux qui n'ont rien fait. Ceux qui n'ont jamais rien fait, on ne les voit même pas. Mais eux aussi, quand vous leur adressez la parole, « Ah non, on est épuisé, tout le monde est fatigué, c'est la faute aux opposants. » Non, je pense qu'à un moment donné, chacun doit se regarder dans le miroir pour se poser la question de savoir si l'image que lui reflète son miroir est effectivement
ce qu'il a produit. Est-ce que nous sommes à la hauteur des enjeux? Est-ce que ce n'est pas parce que Moltra est trop politique? Puisque, vous savez, tout le monde ne comprend pas ce mot politique. Tout le monde ne peut pas aussi faire la politique. Est-ce que vous arrivez à faire cette question? Je ne sais pas si vous comprenez, bien sûr, comme Rodrigue Ayego, ma question. Non, les choses sont simples. Nous vivons dans un monde qui va être de plus en plus compliqué. Parce que quand les Africains disent le monde multipolaire, Poutine est en train de combattre les Occidentaux aujourd'hui parce que Poutine ne veut pas que son pays meure, soit écarté des grandes questions mondiales. Et quand on voit qu'en Asie émergent des puissances, la Chine est en train de confirmer sa position de première puissance économique et va amplifier cette puissance économique par une puissance militaire qu'elle va asseoir parce qu'il y a des enjeux avec les États-Unis, l'Occident, l'OTAN, etc. Donc le monde multipolaire sera un monde qui ne sera pas du tout en faveur des Africains. Et si nous ne travaillons pas nous-mêmes pour renverser la gangrène coloniale qui est en Afrique, la neutraliser, l'extirper de l'Afrique, pour nous doter des dirigeants patriotes qui sont capables de porter les aspirations du peuple africain, développer un vrai programme de reconstruction de l'Afrique, nous sommes morts. Donc, quand on voit ce monde-là, on ne peut pas dire « Ah non, moi je ne fais pas de politique, la faute c'est les autres, moi ce que je veux c'est de pouvoir glaner de l'argent et aller construire une villa à Lomé, comme ça moi je me cache chaque fois, je rentre au pays, je vais bluffer les gens comme quoi je viens de l'Europe. » Non, ça c'est des comportements puérils, c'est des comportements enfantins. Une question peu bizarre. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'aller à un anniversaire, d'aller à un baptême, d'aller à des petits... Oui. Non, mais on peut aller aussi là-bas rencontrer les gens. C'est la vie sociale, ça c'est la vie sociale. Vous le faites quand même. Quelques rares fois, mais c'est pas, moi je m'en fous de cette Je comprends, vous le faites parce que les gens pensent que vous êtes trop politique, vous ne voulez pas aller vers les autres. Non, c'est pas ça, c'est que on vit dans un monde de gravité exceptionnelle. Les Noirs doivent mesurer ce qui est le parcours d'un peuple comme le nôtre qui est sorti de l'histoire, qui a tous les problèmes aujourd'hui, tous les problèmes. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui. Parce que les gens pensent que, oui, comme Marc Pogli, il n'est que politique, il ne veut pas aller vers les gens, il ne veut pas parler avec les gens. Non, quand on veut vous inviter à aller... Vous le faites. Je pense qu'on s'est retrouvés quand même dans des fêtes ici. Choses, oui. Exactement. C'est parce que les Togolais ont tendance à nous fuir parce qu'on fait tout de politique, c'est ça? Non, ce que je dénonce, pourquoi est-ce que je ne suis pas dans ces choses-là de manière très régulière, c'est que on passe notre temps à fêter. Il n'y a rien à fêter. Anniversaire de quoi? Moi, je ne me rappelle même pas de mon jour d'anniversaire. Ce sont mes enfants, ce sont les autres qui me disent « Ah, papa, c'est aujourd'hui ton anniversaire. » C'est que nous vivons... Ça, on peut le faire aussi. Voilà, non. Pour moi, fêter ne signifie pas ne pas s'engager. Voilà, on peut fêter et s'engager en même temps. On peut fêter et s'engager, mais privilégier la fête au détriment de l'engagement, au détriment de nos problèmes. Pour moi, il y a un problème. Et les Noirs n'ont fait que faire ça. Les Togolais, les Africains n'ont fait que faire ça. À un moment donné, ça va suffire. Moi, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut aujourd'hui un éveil de conscience. Il faut amener les gens à comprendre les enjeux. Et ça ne va pas être un travail facile. Quand quelqu'un fait semblant de dormir, c'est difficile de le réveiller. Donc c'est du boulot. Mais néanmoins, on va essayer de poursuivre ce travail-là. Parce que nous en sommes conscients. Seul, on ne peut pas non plus le faire. Et donc, il faut forcément que les gens se réveillent. Donc, on va insister sur le travail, continuer d'appeler les gens, parce que là où nous vivons, ceux qui nous accueillent le font si bien, parce qu'ils sont solidaires. Ils savent ce qu'ils ont à préserver. Et nous devons travailler maintenant à construire quelque chose que nous pourrons préserver pour les générations futures. D'accord. Et donc, je pense que nous devons tous en prendre conscience. Si moi, j'estime qu'aujourd'hui, je ne fais pas la politique, et peut-être que la politique ne me fera pas, j'ai des enfants qui seront condamnés à faire la politique. Et ça, ce sera mon erreur, parce que je leur laisserai un passif assez lourd, et ils n'auront même pas la capacité de s'en sortir. Donc, si nous montrons la voie aujourd'hui à nos enfants, demain, ils ne vont pas nous poser la question « Hey papa, qu'est-ce que tu avais fait ?»
quand tu avais encore... Tout à fait. Rodrigue Gallego, on tient pratiquement vers la fin de cet entretien exclusif devant Passerait d'ailleurs à Fribourg, au 16 juillet 2023, je le lançais tantôt, une rencontre citoyenne. Ce n'est pas que pour parler que de la politique, mais pour parler aussi de comment nous, les Togolais en Suisse, nous pouvons nous faire des contacts, on peut échanger des contacts entre nous, des échanges aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va parler un petit peu du panafricanisme, puisque Mbotra est un grand panafricain. Vous avez vu, hein, c'est les Sénégalais plutôt qui ont mis une pression sur Macky Sall. Et le 3 juillet dernier, dans un grand message à la nation sénégalaise et africaine, il a renoncé à son 3e mandat. Votre réaction? Alors, je pense que tout d'abord, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est quelque chose qui est à l'image de ce qui se passe dans les autres pays africains, que nous autres nous appelons des enclos coloniaux. C'est que la plupart de ces gouvernants, hein, de ce qu'on appelle l'élite coloniale, que nous appelons l'élite coloniale fabriquée de toutes pièces et imposée à notre peuple, ces gens arrivent au pouvoir soit par des fraudes électorales, soit par des coups d'État, soit par des contorsions politico-juridiques, etc. Ils arrivent au pouvoir et puis ils s'y maintiennent. D'abord, ils gouvernent mal les pays et ensuite, ils s'y maintiennent. Et ils font toutes sortes de modifications constitutionnelles, etc. pour s'agripper au pouvoir, ou bien des coups d'État institutionnels, comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, toutes sortes de contorsions pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que force doit rester au peuple. Les peuples africains doivent savoir que ce sont eux qui sont la solution pour le peuple africain. Nous sommes contre les coups d'État, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que les coups d'État, ça renforce encore une fois une minorité, hein, qui peut faire la décision dans nos pays. Et donc, nous disons que la solution appartient au peuple. Et bravo au peuple sénégalais d'avoir œuvré pour bloquer Macky Sall dans son désidérata de rester au pouvoir, se réfugiant derrière une modification constitutionnelle pour dire que oui, j'ai le droit. Non, ça ne va pas, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que les Noirs continuent sur cette voie-là, quoi. Aujourd'hui, le problème n'est pas totalement réglé. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, oui, les peuples africains doivent devenir ou arracher leur souveraineté. Alors, dans ce travail, le peuple sénégalais a commencé. Est-ce qu'on peut espérer que les autres peuples se joignent à ce qui se fait au Sénégal pour créer un grand mouvement citoyen africain qui va dorénavant se mesurer, je dirais, au même niveau que ces forces prédatrices? Le Mbotra est pessimiste par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, ça fait plus de 20 ans que nous faisons ça, que nous faisons ce travail panafricaniste. Nous avons sillonné les pays africains depuis les années 2000. On a rencontré beaucoup de jeunes, des mouvements de jeunesse, etc. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à créer ces solidarités panafricanistes réellement. C'est-à-dire que oui, il y a quelques groupuscules, quelques personnalités qui peuvent de temps en temps se retrouver, mais on n'arrive pas véritablement à constituer un réel mouvement sur le terrain qui impacte véritablement la situation dans nos enclos coloniaux. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est que chaque peuple, hein, dans chaque enclos colonial, va devoir assumer ses responsabilités, même si chacun de ces peuples peut bénéficier des soutiens verbaux, hein, oraux, ici ou là, en disant, bon voilà, le peuple sénégalais soutient le peuple togolais, mais concrètement, ce n'est pas au peuple sénégalais à venir au Togo pour changer la situation des Togolais. Donc je pense que, oui, aujourd'hui, il y a une sorte de, voilà, de message panafricaniste, mais quand on regarde factuellement la situation, je pense même que ce message n'impacte même pas nos populations en réalité. C'est-à-dire que je ne vois pas les Togolais, les Kabyères, les Évés dire qu'ils sont panafricanistes, quoi. Non, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est assez localisé dans une forme d'élite alternative, hein, à l'élite coloniale que nous avons sur le terrain africain. Donc, je pense que chaque peuple, hein, doit composer avec son environnement immédiat, ses enfants les plus lucides qui portent ce message panafricain depuis des années et travailler autour de cette idée panafricaniste avec ces gens-là.
En tout cas, merci, comme l'a Pogli de Montra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Merci également à Rodrigue Aïgo qui nous vient justement du Togo. Je suis très content de cette collaboration parfaite, j'allais dire. Donc, merci à vous, surtout Togolais de la Suisse. Restons soudés, comme l'a dit Montra, et comme l'a dit également dans nos interviews de tout à l'heure également, Varus Sossoé, qui est le vice-président par intérim de CTS, et les Togolais de toute la diaspora. C'est que la mobilisation qui peut donner cette force aux peuples africains et togolais. Merci. Je vais dire un dernier mot. Je vous l'accorde, volontiers. C'est qu'il faut que nos compatriotes qui sont ici comprennent que nous sommes dans un pays où nous bénéficions des infrastructures. Nous sommes très contents. Quand je vois les Noirs dans le train, dans le bus, dans les trucs, tout fonctionne bien. Ils posent les pieds, ils croisent les pieds, ils ont leur téléphone. C'est la Dolce Vita. C'est beau. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ce pays vient de loin aussi. Ce pays a connu des difficultés. Les peuples se sont soulevés ici, ont renversé les tyrans, ont coupé des têtes et ont progressivement construit leur pays. Si nous sommes contents de profiter de tout ça aujourd'hui dans ce pays-là, il ne faut pas oublier que nous aussi, nous sommes capables de le faire chez nous. Il ne s'agit pas de faire la fête dans le champ de maïs des autres, mais c'est nous-mêmes cultiver notre champ et nous enrichir. Nous avons la possibilité de le faire. Et donc, il faut que les Togolais comprennent, qui vivent ici en Suisse, comprennent que ce pays a connu aussi beaucoup de difficultés et que les gens n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas baissé les yeux, ils ont travaillé dur. Ils ont chassé les envahisseurs étrangers et ils ont repris leur pays, ils l'ont reconstruit. Donc nous aussi, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, c'est un mot fort. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement, justement, autour de Radio Canal 4 et sur Radio Avouleté. Merci, Novio, Avouleté. Au revoir. Avouleté.